Le procès des viols de Mazan est entré dans sa dernière ligne droite en 2 mois d'audience. L'histoire de Gisèle Pellicot est devenue le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, droguée et violée pendant une décennie par son mari et une dizaine d'inconnus qu'il a recrutés sur Internet. Elle n'a cessé d'appeler la société à changer de regard sur le viol. Pour ses avocats, cette affaire devra servir de testament aux générations futures. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce procès déjà historique? Nous sommes en duplex avec une sociologue, Véronique Le Goaziou. Bonjour. Bonjour. Ici même, dans ce studio, une philosophe, Florence de Villers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du XVIIe siècle et de philosophie morale et vous avez publié un ouvrage passionnant chez Robert Laffont, Ce que la philosophie doit aux femmes, l'histoire oubliée de la pensée des origines à nos jours. Et je vous ai demandé de venir pour que vous nous donniez votre regard, Laurence de Villers, sur ce procès. Et puis vous l'avez suivi, vous êtes en duplex, Adèle Bossard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu Vaucluse. On avait eu l'occasion de vous entendre parce que vous avez suivi ce procès du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais peut-être commencer par vous demander, Adèle Bossard, si les accusés ont pris conscience de la gravité de leurs actes. Eh bien, c'est pas évident, je pense, de dire qu'ils ont pris conscience quand on voit comment ils ont réagi, aux réquisitions qui ont été données, il y a quelques jours. Réquisitions qui vont de 4 pour la peine de 4 ans de prison pour la peine la plus faible jusqu'à 20 ans pour Dominique Pellicot. La très grande majorité des réquisitions, elles vont de 10 à 18 ans de réclusion criminelle et au moment où il y a eu ces réquisitions, on a senti vraiment un immense abattement, dans la salle d'audience. Je pense que les accusés ne s'attendaient pas du tout à des réquisitions aussi élevées. Mhm, Peut-être parce que, leurs avocats leur ont dit qu'ils mhm. pourraient peut-être ressortir libres de ce procès, qu'ils ne retourneraient pas en prison. En tout cas, il y en a plein qu'on a senti, un peu sonnés, de cette décision, alors que, encore quand ils sont revenus dans cette salle d'audience en début de semaine, il y avait cette même attitude de la part des accusés assez détendue. C'est l'avocate générale dans son réquisitoire qui a parlé d'une impression dérangeante de communion chez ces hommes pendant le procès, qui a duré encore là jusqu'aux réquisitions, jusqu'à cette dernière ligne droite du procès. Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez même vu une sorte de désinvolture. Oui, il y avait cette forme des fois de, ouais, de désinvolture, c'est ça, de décontraction inappropriée, elle a dit l'avocate générale. Ils se retrouvent le matin en se faisant, des tapes dans le dos. Ils se donnent des nouvelles. En fait, pendant les 8 semaines pendant lesquelles leur cas a été, évoqué par groupe, seuls les accusés dont le cas a été évoqué devaient venir, dans la salle d'audience, donc ils étaient très peu et là, depuis la semaine dernière, ils sont de nouveau tous les 50, 51 dans cette salle tous ensemble. Donc il y avait, cette forme de retrouvailles, des fois un peu légères, comme s'ils étaient contents de se retrouver quelque part. C'est ça, cette décontraction inappropriée dont a parlé l'avocate générale, qui se ressent encore ces derniers jours, à l'audience. Laurence de Villers, vous êtes philosophe. Alors je réagirais sur 2 points. Le premier, c'est que ce procès est aussi le procès d'une complicité. Le fait que la violence n'est jamais et la violence sexuelle n'est jamais un simple face à face. C'est en réalité toute une société qui permet cette violence. Donc en fait, ce procès met au jour le fait qu'il y a une possibilité de la violence. Et c'est là qu'il faut agir et que cette possibilité, elle est partagée par des complices. Et d'une certaine façon, je vais un tout petit peu exagérer, mais pour mettre en relief ce que je veux dire, nous sommes tous complices. Il y a une complicité collective et sociale. Et le deuxième point concerne cette décontraction inappropriée dont a parlé l'avocat général et votre journaliste l'a répété. Moi, je pense qu'il y a une fraternité inappropriée. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le psychologique parce que c'est pas intéressant de dire que peut-être il y a une réaction de défense. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que très vite, dans ce genre de procès et dès qu'il y a violence, on construit des camps. C'est-à-dire ça va être nous contre eux. Et de nos jours où, hélas, je constate que la pensée devient de plus en plus synonyme de militantisme, on a tendance à faire immédiatement des groupes. Et il faut à la fois le condamner concernant ces co-accusés qui, à mon sens, n'ont effectivement pas atteint compris le niveau de gravité de leurs actes. En tout cas, ils ne le manifestent pas, qu'ils auraient compris le niveau de gravité.
et ça, c'est coupable. Et puis, je pense que de notre côté, il faut éviter autour de ce procès de construire immédiatement des camps où il y aurait une fraternité inappropriée de l'autre côté et peut-être des exagérations inappropriées d'un autre côté. Qu'en pensez-vous? Et également, puisque nous avons le regard philosophique et le regard de la sociologue Véronique Legoisiou. Alors, tout ce qui concerne l'attitude des accusés lors d'un procès, ça, laissons-le de côté parce que on pourrait en dire beaucoup de choses. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre eux, le ciel leur est tombé sur la tête d'une certaine façon, et bien avant les réquisitions. Et du coup, ça ouvre la question, encore une fois, ce chantier qui est déjà ancien et que nous n'avons pas fini de l'élaborer sur les représentations du viol et sur la gravité des violences sexuelles. On l'a entendu lorsque les accusés se sont exprimés, lorsque plusieurs ont dit que dès lors que Monsieur Pellicot était d'accord, alors ça valait implicitement accord de Madame Pellicot. Lorsque l'un d'entre eux ou plusieurs ont dit que bien évidemment ils n'avaient pas recueilli l'assentiment ou le consentement de Madame Pellicot, mais que ça n'était quand même pas un viol. On voit combien, alors bien évidemment peut-être ce sont des arguments de défense, mais ça on ne pourra pas l'établir. En revanche, ça vient dire des choses, ça vient interroger sur nos représentations des violences sexuelles aujourd'hui encore. Je dis aujourd'hui encore parce que ces thématiques-là, en réalité, ça fait plusieurs décennies que nous en parlons, que nous travaillons dessus, mais je pense que on peut observer avec le procès Mazan un décalage encore fort et qui vient se nicher au cœur des représentations des hommes et peut-être des femmes aussi, un décalage entre ce qu'énonce la loi sur les violences sexuelles et singulièrement les viols et les représentations que l'on en a. Et ça, pour moi, ce sera un des chantiers majeurs de demain. Et oui, parce que donc là, ça pose, on a parlé d'ailleurs dans les enjeux internationaux il y a quelques minutes, Véronique Legoisiou, ça pose en fait la définition du viol, et donc la question du consentement. Le consentement doit-il être ou non explicite? Et puis, bien entendu, mais là, on est au-delà de la question du consentement, on est dans la définition même de ce qu'est une personne lorsque un accusé évoque le fait qu'il avait la permission du mari. Oui, mais je pense que ce sera pas tellement une question de définition. On Juridiquement, c'est pourrait. en tout cas ce qui va se poser. Oui, bien évidemment, le législateur, lui, va prendre soin d'éventuellement modifier la loi avec cette question autour de l'entrée, du retour, si je puis dire, parce qu'elle y était déjà il y a plusieurs décennies, la question du consentement dans la définition de l'article relatif au viol. Mais je pense que le souci majeur, c'est pas tellement ce que dit la loi, enfin c'est fondamental, bien évidemment, pour savoir comment juger, mais c'est comment les hommes, les femmes, dans nos vies ordinaires, pour les générations à venir, nous allons comprendre ou ne pas comprendre cette question des violences sexuelles. Il faut maintenant que tout ça entre dans les mœurs d'une certaine façon. Et c'est le plus dur. Et c'est ce qui va être le plus long. Dans les mœurs ordinaires des gens ordinaires, hommes et femmes aussi. Parce que parfois, il peut y avoir encore une fois une très grande précision de la loi, une définition spécifique de la loi, comme c'est déjà le cas depuis 1980, et des représentations qui sont encore décalées par rapport à elles. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre collectivement en termes de politique publique, de dispositifs, de sensibilisation, d'information, d'échanges sociaux, etc., pour que cette définition de la loi puisse véritablement s'incarner dans des compréhensions très concrètes, au fond, de ce que ça signifie dans nos comportements à caractère sexuel. Laurence de Villers. Oui, ce procès j'allais dire d'historique, mais ça, l'histoire le dira. Mais déjà d'historique, par le fait même que Gisèle Pellicot ait refusé qu'il se passe à huis clos, c'est qu'on se rend compte que la justice ne peut pas commencer et se finir avec la loi. Même si, effectivement, la loi et la définition qui va s'inscrire dans la loi sera primordiale. Ce que montre ce procès, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler une justice transformative. C'est un concept qui est défendu par une philosophe, Ruth Morris, qui montre que dans le cas des violences et des violences sexuelles, c'est jamais un simple face-à-face, que c'est toute une société qui a permis ce type de violence. Et donc, ce qu'il faut transformer,
de la justice, c'est le fait qu'elle est collective. Donc c'est à la fois les représentations, les sensibilités, la question de la légitimité. Non, il Mmh. n'est pas légitime de commettre ce type d'acte sur une femme parce que ce serait une femme. Donc ça serait plus légitime d'une certaine façon parce que c'est une femme. Et donc c'est cette transformation en entier, je crois, que le procès signale. Mais alors, Adèle Bossard, vous qui avez suivi le procès et vous qui êtes journaliste à France Bleu Vaucluse, est-ce que justement cette question donc de la compréhension du bien et du mal, c'est-à-dire à partir de quel moment on est censé donc réaliser que ce que l'on a fait était un crime, est-ce que cela c'est quelque chose qui, d'après vous, est venu aux accusés? Vous avez parlé de désinvolture. Bon, il y a une stratégie de défense hein, chez eux, on le comprend bien, mais au-delà de ça, quel a été votre sentiment? Alors ça dépend des accusés. Il y en a certains quand même qui, je pense, ont évolué, au fur et à mesure de l'audience et il y en a certains qui ont même, évolué à la barre pendant les interrogatoires, notamment avec les questions des avocats des parties civiles, des avocats de Gisèle Pelicot, qui souvent leur demandaient vraiment de dire ce qu'ils voyaient sur les vidéos, donc les vidéos qui ont été toutes, qui ont été pour la plupart projetées à l'audience. Ils leur demandaient: «Qu'est-ce que vous voyez sur cette vidéo?» Il leur faisait reconnaître que oui, il s'agissait bien d'un viol sur la vidéo. Il leur demandait qui l'avait commis et ils essayaient de les faire venir à dire que oui, eux avaient commis un viol. Pour beaucoup des accusés, ça a été très difficile à reconnaître à l'audience. Certains l'ont même pas fait. Je pense qu'ils ont quand même évolué sur certaines des questions. Il y a des accusés, pareil, dans leur interrogatoire, qui ont dit qu'ils avaient découvert ce que c'était le consentement au moment de ce procès ou de l'instruction. Il y en a qui ont découvert ce que ça voulait dire à son insu, qui était le nom du salon créé sur le site internet Coco par Dominique Pellicot. Donc je pense qu'il y en a certains qui ont pris conscience peut-être de la gravité des faits. Après, encore une fois, dans son réquisitoire, l'avocate générale a bien dit que pour elle, on était encore très loin du but et que la prise de conscience n'avait pas du tout été suffisante chez ces accusés au fur et à mesure des débats. J'aimerais votre avis. Laurence de Villa, vous avez beaucoup réfléchi sur le bien et le mal. Bah oui, et j'étais contente, Guillaume Erner, que vous prononciez ces mots parce que, il y a 2 choses qui me frappent et ça m'a encore plus frappée après avoir entendu le réquisitoire de l'avocate de Dominique Pellicot. C'est qu'on a tendance à tout expliquer par le psychologique. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une psychologie des agresseurs, il n'y a pas une psychologie, une perversité du mari de Gisèle Pelicot, mais la psychologie ne suffit pas et ne va pas tout résoudre. Je pense qu'on voit clairement ses limites parce qu'il est question du mal. Je pense qu'il faut quand même prononcer le mot. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le mal? C'est-à-dire, c'est cette possibilité que nous avons, chacun d'entre nous, de d'accepter de suivre le mal et de le faire. Parce que là, on parle de la prise de conscience, mais il y a quand même eu un acte volontaire et un acte libre de viol. À tout moment, ces hommes pouvaient ne pas le commettre. On est en train de parler, en fait, à la fois de la privation de liberté de Gisèle Pelicot, qui pourtant a repris sa liberté, puisque c'est elle qui parle, qui est au centre de ce procès, et en même temps de l'usage de la liberté qu'ont fait les agresseurs. Le site était quand même explicite. Dominique Pellicot, c'était j'en appelle, enfin je convie des complices pervers pour abuser de ma femme endormie. À Je veux dire, l'insu. faut pas tout centrer sur la prise de conscience. Il y a un usage de la liberté qui a été fait et qui a été fait pour le mal. Et oui, et là justement, Véronique Legoisiou, dans les définitions qu'on fait du crime en sociologie, je ne parle pas en droit, puisque vous avez travaillé sur le viol comme crime, eh bien, par exemple, Durkheim dit que c'est ce qui choque la conscience commune. Et alors, on se demande donc si chez ces accusés, il n'y avait apparemment pas de manière donc de choquer leur conscience commune, d'après ce que nous a dit Adèle Bossard. Donc cette prise de conscience, est-ce que c'est le signe d'un travail à accomplir? Comment l'envisagez-vous? Ben, d'abord, je suis pas tout à fait sûre que les actes de viol commis par ces 51
accusé ait été le produit d'un acte libre et volontaire. On peut le supposer, ça il peut y avoir un peu de tout au fond, hein. Il peut y avoir, je pense, parmi eux, effectivement, des hommes qui, en pleine conscience et en pleine connaissance de ce qu'ils faisaient, ont tout simplement franchi la ligne jaune et se sont autorisés à violer Madame Pellicot, tout en sachant pertinemment qu'ils étaient en train de la violer et que donc ils commettaient Laurence un acte de illégal. Villers me fait des signes. Elle vous répondra après, comme vous êtes en duplex. Continuez, Ouais. Véronique Legoisiou. Et un crime, il peut y avoir aussi parmi eux des hommes qui savaient pas trop bien ce qu'ils faisaient. Je pense que la question de poser un acte libre et volontaire, c'est une question éminemment compliquée. Je pense en tout cas que le bien et le mal, ça tombe pas du ciel. Et là, c'est la sociologue qui parle, bien évidemment. Ouais, parce que C'est-à-dire pour le si ça ne s'inscrit religieux, pas. ça tombe du ciel. Oui, ça je ne sais pas, mais en tout cas, si ça ne vient pas s'inscrire, voilà, s'incarner au fond, dans des prises de conscience, dans des questionnements, au fond, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est bien en Hmm. phase avec les valeurs dominantes de la société dans laquelle je vis, et est-ce que c'est bien en phase avec la loi? Si ça marche pas, c'est-à-dire que si ce questionnement-là ne s'active pas, ne s'actionne pas, comme une sorte de on-off, alors on va pouvoir passer à Hmm. l'acte. Et puis, là où je rejoins Madame la philosophe, c'est qu'il y a effectivement peut-être des hommes qui ont clairement eu envie de commettre le mal. Voilà. On, C'est on va en reparler dans une vingtaine de minutes. Véronique Legoisiou, vous êtes sociologue. Laurence de Villers, philosophe. On vous doit notamment ce que la philosophie doit aux femmes. L'histoire oubliée de la pensée des origines à nos jours, c'est chez Robert Laffont. Adèle Bossard, vous êtes journaliste à France Bleu Vaucluse. Il est 8 heures sur France Culture. Dans cette journée consacrée au procès de Mazan, nous avons décidé dans les matins de penser l'événement et de penser l'après de ce procès. Nous sommes en compagnie de Véronique Legoisiou, qui est sociologue, de Laurence de Villers, philosophe, spécialiste du XVIIe, on va y revenir, et de philosophie morale. Vous avez notamment publié Ce que la philosophie doit aux femmes aux éditions Robert Laffont, et puis Adèle Bossard, qui est journaliste à France Bleu Vaucluse. Vous êtes en duplex, Adèle, et vous avez suivi ce procès pour nous. Justement, Adèle, j'aurais aimé que vous nous disiez, puisqu'on a évoqué les accusés en première partie, et puis il y a en face de ces accusés une femme qui est devenue en quelque sorte une figure morale, une figure du bien, et cette femme, c'est Gisèle Pellicot. Et comment s'est-elle comportée? Quel sentiment avez-vous après l'avoir vue durant toutes ces journées d'audience? Eh bien, Gisèle Pellicot, déjà, elle était là pendant presque tous les jours du procès depuis le début. Donc elle a été là pendant ces 8 semaines où le cas de chacun des accusés a été évoqué. Elle était là dans la salle d'audience, elle a écouté tous les débats, elle a écouté tous les interrogatoires. Donc elle a demandé à ces hommes de venir de venir répondre aux questions de la cour devant elle. Elle était là souvent très agacée par les interrogatoires. On l'a vu à de nombreuses reprises, lever les yeux au ciel, parfois souffler. Elle est jamais sortie de la salle, mais on sentait une forme d'agacement. Elle est venue prendre la parole il y a quelques jours, juste avant la plaidoirie de ses avocats. Elle a dit qu'elle avait trouvé que c'était le procès de la lâcheté, que ça avait été inaudible pour elle, certains des argumentaires des accusés. Et elle a expliqué qu'elle n'avait regardé dans les yeux que ceux qui reconnaissaient vraiment ce qu'ils avaient fait. Euh, et elle a dit: «Les autres, je ne les ai pas regardés dans les yeux parce qu'ils ne se sont excusés que pour s'excuser eux-mêmes». Donc elle a eu, cette attitude très combative tout au long du procès, on l'a pas sentie du tout, abattue. Et à l'inverse, on a senti que le soutien qu'elle recevait, dans le hall du tribunal d'Avignon, parce que tous les matins, elle est Hmm. applaudie quand elle arrive, tous les soirs, elle est applaudie quand elle sort. On a senti qu'elle était très attachée à ça. De plus en plus, le soir, elle va remercier, ces femmes, parce que c'est principalement ces femmes qui viennent la voir, qui lui offrent des bouquets de fleurs, elle va les remercier. Donc on sent à la fois qu'elle est portée par le public et qu'elle est, très combative face à ces accusés. Laurence de Villers. Oui, vous voyez, il y a rien de plus concret, en fait, que la question morale. La question morale, elle trouve sa place entre 2 catégories essentielles: la lâcheté.
Donc on n'excuse que soi-même et on s'excuse en permanence. La lâcheté ou le fait de se taire, de dire bah, c'est pas mon problème, j'ai pas vu, je sais pas. Et le courage comme, comme Gisèle Pellicot, de rester témoin, d'attester de ce qu'elle a subi. Et le courage peut-être de nous aussi, de comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais quand on dit des choses qui ne se font pas, ou des choses que certains se sont autorisés à faire, on est au cœur de la question morale. Il n'y a pas plus concret. C'est le courage et la lâcheté. Et puis peut-être, si vous permettez, Guillaume Erner, j'ajouterai une chose, c'est que on ajoute l'adjectif sexuel à violence, bien sûr, parce que c'est le cas et c'est le procès de viol. Mais si la violence sexuelle existe et est possible, c'est parce que la violence est possible. Et c'est ça qu'il faut analyser. Qu'est-ce qui fait que la violence à l'encontre des femmes est autorisée ou est possible? C'est parce que, à mon sens, c'est une des explications que j'ai, c'est qu'on délégitime la place ou la personne des femmes. C'est-à-dire, oui, mais c'est une femme, c'est possible. Et ces violences-là, bien sûr qu'elles conduisent au viol. Pas toutes, il y a une gradation et des degrés qu'il faut reconnaître. Mais il y a une violence non sexuelle, une violence dans des situations de pouvoir, dans des institutions, au travail, qui est possible parce que on délégitime la personne même des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique Legoisiou? Sur Madame Pénicaud, parce que la question des violences, elle est ample. De la même façon qu'on relevait peut-être une évolution des accusés depuis les premiers jours de l'audience jusqu'à aujourd'hui, dans une éventuelle prise de conscience ou non du reste, je pense que Madame Pénicaud a dû aussi bouger, changer, évoluer au fil des audiences. Et ce qui me frappe, c'est que depuis sa petite histoire, entre guillemets, et la personne qu'elle est, elle est devenue au fond un sujet politique. Je pense qu'elle le souhaitait pas forcément. En tout cas, elle n'a pas forcément cherché à l'être. Sujet politique, c'est-à-dire qu'elle est venue incarner. On a projeté sur elle, sans qu'elle le demande, puisque c'est une femme. Elle se présente comme une femme ordinaire, épouse, employée d'EDF, mère, grand-mère, qui ne présente aucune facette apparemment exceptionnelle ou singulière. Sur laquelle sont venus se porter, en particulier de la part des femmes, mais aussi de certains hommes, une sorte de mouvement incroyable, extraordinaire d'une certaine façon, d'empathie très forte et de reconnaissance, c'est-à-dire d'effet miroir au fond. Nous nous reconnaissons dans cette femme au parcours ordinaire et dans ce qu'elle a subi, et elle-même, j'imagine, a trouvé écho dans ce formidable mouvement très rapide d'ailleurs, dès les premiers jours, d'empathie et de solidarité autour d'elle. C'est en cela qu'elle est devenue un sujet politique. Et oui, alors, femme ordinaire, Adèle Bossard, et ça veut dire aussi qu'il y a une famille ordinaire, parce que on a vu également, on a entendu les enfants du couple. Couples qui sont venus eux aussi déposer à la barre il y a quelques jours avant le début des plaidoiries et des réquisitions. Les deux fils n'avaient pas pris la parole encore. Eux ont bien, apporté évidemment du soutien à leur mère, apporté du soutien à leur sœur aussi, parce qu'il y a cette question de Caroline Darian, la fille du couple, dont deux photos ont été retrouvées, deux photos intimes ont été retrouvées dans le disque dur de son père. Elle est persuadée qu'elle a aussi été droguée, qu'elle a certainement été violée par son père. Dominique Pellicot dit l'inverse depuis le début. Et donc il y a cette question de l'inceste qui visiblement a fait exploser cette famille. Caroline Darian aimerait avoir le soutien de sa mère, qui ne lui donne pas le soutien directement à l'audience. Il y a eu cette question latente dans les derniers jours avant les plaidoiries, avec les deux fils qui soutiennent leur sœur. Caroline Darian qui a essayé de demander à plusieurs reprises à son père de parler de cette question de l'inceste. Et dans la famille, il y a cette question qui est latente, et c'est l'avocat de Gisèle Pellicot qui a dit: si vous voulez voir ce que fait le viol dans une famille, regardez la famille Pellicot, qui aujourd'hui est une famille qu'on sent en très grande souffrance, une famille qui explose quelque part. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contraste très important, Laurence de Villers, entre cette famille, qui est une famille comme les autres, et les actes dont le père est coupable et les conséquences sur l'ensemble de la famille.
Oui, et en même temps, la question, elle est d'emblée politique. C'est-à-dire que pourquoi je dis que c'est d'emblée politique alors qu'on pourrait dire que c'est une affaire, familiale ou de couple et que ça doit rester dans l'intimité de leur maison? Non, c'est d'emblée politique parce qu'en fait, ce que ce procès met au jour, ce sont les inégalités persistantes et que j'appellerais presque structurelles entre hommes et femmes. On voit très bien et puis les accusés même dans la manière qu'ils ont eu de se dédouaner montrent que il y a violence et il y a violence sexuelle parce qu'il y a une inégalité entre hommes et femmes, et que les femmes sont maintenues dans une forme d'inégalité. Ce qui m'amène à dire quelque chose que vous trouverez peut-être un peu polémique, mais je ne crois pas que ce mot consentement, qui est devenu un mot magique et avec l'ampleur que maintenant les réseaux sociaux donnent à ce qu'on dit, c'est devenu un mot viral. Je ne suis pas certaine, absolument pas, que ce soit une solution. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une situation d'inégalité, et vraiment c'est ce que ce procès a mis au jour, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Donc on s'autorise sur la femme des choses parce qu'elle n'est pas considérée comme une égale. Cette situation d'inégalité sociale et politique fait que je m'interroge sur ce que vaut le consentement. Que vaut le consentement dans une situation où on n'aura pas un face-à-face, un contrat? Voilà, on a tendance à voir le consentement comme un contrat entre deux personnes dans une situation d'égalité. Ce n'est toujours pas le cas. Que vaut le consentement quand la femme n'est pas l'égale de l'homme? Ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'il ne peut pas y avoir de consentement libre et éclairé? Ben non, je pense qu'il y a parfois du enfin, je vais parler pour moi, dans des situations de pouvoir, à l'université, j'ai consenti à des choses parce que j'étais dans une situation d'inégalité et de contrainte et donc à un moment donné, c'est pas il faut pas du tout voir le contrat comme quelque chose le voilà, vous voyez le lapsus? Mmh. Le consentement comme un contrat qui va faire exister sur le même plan l'homme et la femme, où la femme pourra exprimer ou pas son consentement. Ça, ce serait possible s'il y avait une situation d'égalité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. Il y a une situation d'inégalité qui explique précisément ce que je disais, que s'il y a violence sexuelle, c'est parce qu'il y a d'abord violence, donc inégalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique Logoisiou? Alors j'en pense que ce procès, clairement, révèle qu'un certain nombre de nos collègues, hommes considèrent encore le corps des femmes comme un terrain de jeu ou un jouet, ça c'est indéniable. Mais je pense que le chantier à venir pour les années, pour les décennies et peut-être même sans doute pour les siècles à venir, va tourner autour de cette question du consentement. Alors je partage effectivement le constat qui vient d'être fait. Ça peut difficilement relever d'un contrat, parce que qui dit contrat dit effectivement des sujets qui, en toute connaissance de cause et strictement égaux, pourraient contractualiser leur relation sexuelle. En des sujets strictement égaux, ça n'existe jamais dans le monde réel. En revanche, je pense que on peut petit à petit, progressivement, et on a déjà commencé à le faire, mettre en place une culture du consentement, c'est-à-dire un imaginaire, des régimes de sensibilité, des incitations à s'interroger, des comportements plus idoines, des est-ce que ce que je fais là, j'ai vraiment le droit de le faire? Peut-être une meilleure connaissance de la loi. Ça va passer par un ensemble de choses et ça va nécessiter qu'on mette en place une véritable éducation, une véritable sensibilisation qui va prendre de multiples formes. Un imaginaire, ça ne serait pas comme ça du jour au lendemain. Mais je pense qu'on en prend le chemin. Voilà, ça va être long. Il va y avoir des Mmh. retours en arrière. Il va y avoir des moments d'attentisme. Il va y avoir des contre-courants. Des gens qui vont dire non, je suis pas d'accord avec ça. Mais je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, parce que c'est vers ça qu'on va se destiner. C'est vers ça qu'on doit se destiner. Et bien avant MeToo déjà, hein, MeToo ayant mis un coup d'accélérateur de ce point de vue-là, on commence à cheminer vers ça. Voilà. Mais dans la mesure où ça va devoir encore une fois s'incarner dans des comportements, dans des sensibilités globalement partagées par le plus grand nombre, c'est pas demain matin, ni dans quelques mois, ni dans quelques années. C'est bien plus complexe qu'un changement de logiciel, comme on l'entend. Si c'était uniquement changer le logiciel, ce serait simple. On modifie pas une culture comme ça, une culture ancestrale comme ça. C'est notre défi pour les décennies à venir. Alors justement, parce que cette culture, on l'a déjà modifiée philosophiquement
Laurence de Villers, je veux dire par le passé. Et alors, je vais prendre deux philosophes que vous connaissez bien, je vais les prendre à dessein, parce que vous êtes une spécialiste notamment de philosophie morale. Alors, vous avez notamment beaucoup travaillé sur Pascal, donc la philosophie du XVIIe, et vous allez jusqu'à Kant, donc les Lumières, le XVIIIe. Et c'est important parce que cette borne-là, Pascal, c'est une pensée religieuse, Kant, c'est une pensée laïque, et j'ai presque envie de dire Absolument. la pensée dans laquelle nous vivons. Alors, pour Pascal, qui a une pensée essentiellement religieuse, eh bien, la chair est un lieu de désordre moral. Et donc, tout ce qui relève de la concupiscence conduit au péché, ça c'est une pensée religieuse. Et chez Kant, le problème ne se pose plus du tout en ces termes, il se pense comme une forme d'universalisation de la norme morale. Et ce que l'on voit chez ces accusés, c'est le fait qu'ils n'ont pas du tout réussi à universaliser la règle morale, puisqu'ils n'ont fait preuve d'aucune empathie pour cette femme, autrement dit pour Gisèle Pélicot, et c'est ça leur crime. Alors comment penser justement cette évolution-là? Alors, leur crime, ce n'est pas seulement de manquer d'empathie, parce que je pense qu'il y a un danger à en faire des sociopathes. Ils sont jugés, c'est-à-dire que la justice, ils sont justiciables, c'est-à-dire Ils sont responsables de leurs ils actes. sont absolument responsables. Donc, ils ont fait un usage de leur volonté. Et là, je vous répondrai sur Pascal. C'est pas uniquement la chair qui est le lieu du péché, pour le dire vite, ou de l'avidité, de la cupidité. C'est ma volonté. C'est ma volonté qui accepte, d'une certaine façon, un étiage plus bas de ce dont elle est capable, et qui accepte de se porter vers les richesses, la sensualité débridée, l'avidité, la cupidité. C'est ma volonté qui, en fait, tombe en deçà d'elle-même. Donc c'est trop facile de dire c'est uniquement la chair. Et puis, J'ai pas dit que c'était non, non, uniquement non, non, non. mais dans le cas Je du viol. dis pour des gens qui feraient un contresens que Guillaume Erner, vous ne faites pas. Mais parce on a tendance à dire le religieux et la religion chrétienne, c'est faire de la chair le lieu du péché. Non, c'est d'abord la volonté. C'est la volonté qui pêche, d'une certaine façon. Et puis Kant, quel héritier de ce long mouvement, alors il y a Luther entre-temps, hein, c'est un héritier protestant, Kant, va montrer justement que le problème va être la volonté. Il faut expliquer pourquoi la question de la chair et de la volonté et du libre arbitre chez Luther se On pose va dites donc, il nous autrement. faut 1 heure. Non, 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 on peut le Non, faire. mais parce que c'est important de dire que le péché n'est pas seulement dans la chair, parce que d'une certaine façon, ça ferait qu'on dirait la chair est faible et je ne suis pas coupable. Que voulez-vous? C'est mon corps, sont mes sens, c'est ma chair qui fait ça. Je crois que c'est ce que le christianisme a dit parfois naguère, hein. Dans les manuels Un, du Christ- confesseur. un christianisme qui n'est pas allé jusqu'à la finesse et la richesse, je pense, de sa propre doctrine, c'est pas simplement la chair, c'est pas la chair qui pêche. C'est d'abord moi tout entier. Et je suis une unité d'esprit, de chair et de volonté. Et encore une fois, c'est ma volonté qui accepte de se faire l'otage de ma cupidité, mon avidité, ma débauche, ma luxure, ma violence. C'est ma volonté qui accepte. C'est ce que dit le grand maître, hein. Vous citiez Pascal, son grand maître, c'est Augustin, c'est Saint Augustin. Donc il montre bien que, il le raconte pour lui, il y a un plaisir libre, volontaire, à vouloir transgresser et à vouloir faire le mal. Et Kant, alors Kant, c'est l'héritier. Je vais essayer de le dire rapidement et clairement. Vous m'arrêtez si je fais mal mon cours de philo. Vous faites Euh, toujours très bien vos cours. Kant, c'est l'héritier. Et Kant va justement montrer deux choses. Il va montrer que la morale, c'est pas quelque chose d'un peu obscur et abstrait. La morale, c'est tous les jours, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. D'une certaine façon, tout est moral. C'est pas une couche supplémentaire dans le réel, c'est le réel. Et il dit, mais comment je peux faire les preuves que je fais bien que je fais le bien et que je le veux? Est-ce que je suis capable de faire de mon action quelque chose que j'accepterais que tout le monde fasse? Ouais, ça, c'est radical, hein. Est-ce que je suis capable de dire, bah oui, je peux abuser d'une femme endormie pour mon plaisir sexuel? Bah non, je crois qu'on ne peut pas l'universaliser, en faire une loi qui serait valable pour une société dans laquelle on aimerait vivre, par exemple. C'est l'impératif, ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Il est catégorique, l'impératif moral. C'est pas oui, mais non, non, non. Et puis, il ajoute quelque chose à l'histoire de la philo qui est déterminant, c'est le mal radical. Pas radical au sens où il serait comment dire, très profond, monstrueux. Non, radical parce qu'il est à la racine. Et c'est la discussion qu'on avait avec ma collègue sociologue. C'est que on fait le mal
toujours volontairement. C'est-à-dire que je fais passer quelque chose avant mon plaisir sexuel avant le respect des personnes. Je considère que, bon, le bien d'accord, mais avant, j'ai besoin qu'on m'aide pour faire le bien, qu'on me donne une récompense, qu'on me regarde faire. Vous voyez, tout ce qui fait que on n'entend pas cet appel catégorique de la morale. Donc le mal, il est radical parce que j'ai fait un mauvais usage de la volonté. Alors, donc ça, c'est un principe philosophique Oui, kantien qui détermine le bien, oui. le mal, y compris dans le domaine sexuel. Pas Ah, uniquement dans le mais domaine absolument. sexuel, Attendez, mais... Kant montre que la relation sexuelle, c'est du cannibalisme. Il le dit. Il le dit dans ses Oui, leçons. parce que C'est du Pascal et Kant cannibalisme. avaient comme point commun de ne pas Oui, connaître c'est pas les pratiquement champions de les la choses sexualité, mais ça de la n'empêche pas de chair. la penser quand même, Guillaume Erner. Et ils disent, J'ai pas dit le contraire là aussi. non, non, mais Kant dit bien euh, que la sexualité, ça mène à un abus de l'autre, à sa consommation. Donc il faut le réglementer. Et alors justement, ce qui est intéressant, Véronique Le Guaziou, c'est que du point de vue donc sociologique, alors cette fois-ci, on prend un homme comme Durkheim, qui lui est un kantien d'ailleurs, et Durkheim, en matière de définition de la norme morale, lui considère que c'est la société tout entière qui définit sa norme morale. Autrement dit, si par exemple le viol, c'est la demande d'un consentement explicite, il y a modification de la norme morale. Mais Durkheim ajoute la moralité de l'homme moyen et médiocre. Et donc c'est pour cela que cet après-Mazan ne peut s'envisager qu'avec une évolution donc du droit et de la contrainte morale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne sais pas si ça peut évoluer, changer avec une évolution de la contrainte morale ou du droit. Je pense que la majorité d'entre nous ignorons l'impératif kantien en tant que tel et n'agissons pas au regard du respect de l'impératif kantien. Les sociologues, Durkheim le premier, les anthropologues, les ethnologues ont établi d'une certaine façon que beaucoup de nos actes n'étaient pas forcément le résultat d'une volonté libre et éclairée. Nous agissons très souvent sans trop savoir pourquoi nous agissons. Alors, donc, dans cette palette de raisons possibles, parmi lesquelles il y a effectivement, ça je veux bien le concevoir, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de vouloir commettre le mal et d'éviter de se faire prendre et de se faire attraper, il peut y avoir une palette de raisons qui ont d'ailleurs été évoquées par les différents accusés. Je savais pas, je me rendais pas compte, j'ignorais, j'ai eu peur, ou bien je reconnais pour une minorité d'entre eux et je voulais. Donc toute la difficulté, c'est comment effectivement l'impératif kantien, qui est cette possibilité que nous puissions étalonner nos comportements à l'aune de ce que nous voudrions qu'on nous fasse ou pas, comment on doit le concrétiser, l'incarner et par quoi il passe. C'est ça l'enjeu au fond. Et en l'occurrence ici en matière de relations sexuelles, pour qu'elles ne deviennent pas des violences sexuelles, comment, et on verra ce que la loi dira de ce point de vue-là dans quelques semaines ou mois, comment est-ce que je Oui. puis être certain, déjà comment est-ce que je puis me poser la question d'essayer de rassembler des éléments me permettant d'être certain que la relation que je souhaite initier avec cette dame ou cet homme est également consentie et voulue par elle. Voilà, c'est cet ensemble de cliquets, de démarches, de questions, de comportements, de réflexes, au fond. Il faudrait que ça devienne un réflexe. Voilà, avant d'initier quoi que ce soit, se dire hop, 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 est-ce que je suis bien certain que cette personne en face de moi, cette femme, cet homme, peu importe, a envie, Ah oui, veut, qu'on comme sent. je le veux moi, cette relation sexuelle. Un mot de conclusion, Laurence de Villers. On voit bien donc que ce qui doit aller de concert, c'est l'évolution de la loi, l'évolution de la culture. Bon, tout ça fonctionne ensemble. Alors, moi, je reprends exactement vos mots, Guillaume Erner, hein. C'est la société qui doit changer et la contrainte morale. Parce que c'est pas parce que nous n'agissons pas moralement que la morale cesse. Kant le dit, c'est pas parce qu'il n'y a jamais eu un acte moral peut-être sur Terre qu'il faut pas que la morale cesse de nous parler. C'est la contrainte morale doit évoluer, vous l'avez dit. La justice aussi, je pense qu'il faut que la justice devienne de plus en plus... Alors moi, j'aime pas le mot de victime, hein, mais que la justice devienne de plus en plus une justice de victimes, c'est-à-dire de témoins, de personnes qui viennent dire et qui soient au centre du procès et qui viennent dire ce qu'elles ont subi. Je pense que ça, c'est important. Et puis, vous l'avez dit, je reprends vos mots, il faut que la société tout entière s'interroge sur le fait que la violence faite aux femmes, et qui peut conduire à la violence sexuelle, soit possible. Donc, morale et société doivent changer.
Merci beaucoup Laurence De Villers, merci Véronique Legoisiou et merci à vous enfin Adèle Bossard. Dans quelques instants, le journal de 8h45 et mes camarades François Saltiel et Lucille Como.